Alors dans cette vidéo-ci, on s'intéresse à la relation entre la température et le volume d'un gaz. Bon, vous vous rappelez, là, dans nos 4 variables qui définissent les gaz, on avait, bon, bien sûr ici, température, volume, nombre de moles et pression. Alors si je veux étudier la relation qu'on a entre la température et le volume, c'est très important que le nombre de moles et la pression de notre échantillon de gaz restent toujours constants. Question de s'arranger pour que notre nombre de moles reste toujours constant. On va emprisonner nos particules de gaz dans un contenant. Puis, question que notre pression ne change pas, ben on va s'arranger pour avoir un volume qui peut, un contenant qui peut changer de volume en fonction de la pression. Donc, ici, vous avez reconnu un ballon en caoutchouc, qui n'est pas super beau, mais l'important, c'est de bien comprendre. Donc, imaginons ici là, qu'on a un ballon avec comme 5 petites particules de gaz à l'intérieur. Puis, on a aussi des particules de gaz là, à l'extérieur qui sont très éloignées. Donc, à l'intérieur de notre ballon, les particules de gaz se déplacent de façon aléatoire, puis frappent les parois intérieures du ballon. Donc, les parois internes subissent une certaine force. Les particules à l'extérieur bougent aussi de façon aléatoire et vont aussi aller cogner les parois extérieures du ballon. Donc, si la force intérieure et extérieure est la même, ben le volume du ballon va rester stable, ne va pas changer. Donc ici, on a un ballon avec un certain nombre de moles et une certaine pression. On va se faire un graphique, question que ce soit plus clair. Alors ici, là, j'ai mis le volume à l'axe des Y, puis la température à l'axe des X. Bon, imaginons qu'on part notre situation à 0 degrés Celsius. Bon, ici, vous savez très bien que à 0 degrés Celsius, mon gaz a un certain volume. T'sais, par exemple, si on prend un ballon et qu'on le sort à l'extérieur à l'automne, quand il fait 0 degrés Celsius ou au printemps, peu importe, ben, notre gaz va occuper un certain espace. Donc ici, on sait, direct en partant, qu'on n'a pas une relation directe. On a donc une partielle. Donc ici, à température 0, mon gaz a un certain volume. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente la température du gaz à 10 degrés Celsius? Donc, si j'augmente la température du gaz à 10 degrés Celsius, on se rappelle que l'augmentation de température engendre une augmentation de l'énergie cinétique. Si on se rappelle, l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Donc, une augmentation de l'énergie cinétique a pour conséquence d'augmenter la vitesse des particules. Ce qui fait que les particules à l'intérieur de mon ballon vont bouger encore plus rapidement que tantôt. Ce qui fait qu'ils vont frapper plus souvent les parois du ballon. Comme les particules frappent plus souvent les parois de mon ballon, les parois internes ici subissent une plus grande force que les parois externes qui subissent toujours la même force, le même nombre de collisions que tout à l'heure. Résultat, la pression à l'intérieur de mon ballon est plus grande que la pression à l'extérieur. Ce qui va arriver alors, c'est que vu que mon ballon est extensible, ben son volume va tout simplement augmenter ici. Donc je redessine sensiblement là, le même ballon avec les 5 particules de gaz qu'on avait. Maintenant que le ballon est plus grand, les particules ont toujours la même vitesse, mais mettent plus de temps à aller frapper les parois. Ce qui fait que là, maintenant que mon ballon est plus grand, ben, il subit maintenant exactement la même force à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a donc une pression ici qui a diminué par rapport à ce qu'on avait ici. Puis cette pression ici est égale à la pression extérieure, qui est égale à tantôt. Ça n'a pas changé. Donc, dans notre situation ici, N est resté pareil. Il n'y a pas de fuite dans mon ballon. P est redevenu pareil. Donc, comme N et P sont restés constants, on peut étudier la relation entre la température et le volume. Donc, finalement, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque la température augmente, le volume augmente. Le problème qu'on a avec ça ici, c'est que cette relation-là n'est pas directement proportionnelle. On a une relation du type Y est égal à AX plus B. Ou par exemple, ici, le volume
serait égal à A fois la température plus B. A et B ici, à la pente et l'ordonnée à l'origine, ce sont des constantes. Puisque lorsque le volume varie, la température varie, A et B ici ne changent pas pour cette droite-là. Par contre, cette droite-là ici est influencée par N et P. Donc, pour chaque couple N et P, on va avoir une droite différente, ce qui rend la relation vraiment très compliquée. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de poursuivre cette droite-là, la rallonger. Donc, par exemple, si je prends la droite ici et que je la rallonge. Bon, ça, c'était une tentative de faire des pointillés, mais ça ne fonctionne pas. OK. Donc, à cet endroit ici, on a trouvé le zéro de la fonction. En trouvant le zéro de cette fonction-là, on trouve une température à laquelle le volume de gaz est nul. Il n'y a plus de gaz à cette température-là. En plus, ce qu'on pourrait faire, question d'avoir une relation simple entre la température et le volume, ce serait de déplacer notre axe DY. Lui faire une translation ici. En lui faisant faire une translation ici, on se trouve à avoir une nouvelle droite qui, cette fois-ci, est une directe. Une directe, ça s'exprime de cette façon-là. Tout simplement, V est égal à AT. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Puisque V et T sont des variables, je peux donc dire que V sur T est égal à A. A ici qui est ma constante. Donc, par exemple, pour n'importe quel point, pour le point 1 ici, je sais que V1 sur T1 est égal à A, mais je sais aussi que V2 sur T2 est aussi égal à A. Ce qui signifie donc que V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Donc, le volume d'un échantillon de gaz est directement proportionnel à la température. Sauf que j'ai un peu triché pour trouver cette loi-là, ce qu'on appelle la loi de Charles. J'ai triché parce que dans le fond, pour avoir cette loi-là, il faut que mon échelle verticale ici, mon volume, soit transféré ici. Puis, ça veut donc dire que ici, ça serait la valeur 0. Et pourtant, je sais que la valeur 0, elle est là. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a inventé une nouvelle échelle. L'échelle Kelvin, vous allez voir, n'est pas très compliquée. Et attention, on ne parle pas de degrés Kelvin, on parle juste de Kelvin. Donc, on a gardé, en gros, les mêmes unités que les degrés Celsius. Donc, par exemple, ici, de 0 à 10 degrés Celsius, ici, on a comme 10 unités. Donc, comme on a tout simplement gardé la même échelle, ce que vous allez voir, c'est qu'on a déplacé ici notre axe d'exactement 273,15 degrés. Donc ici, ce zéro absolu-là correspond à la température moins 273,15 degrés Celsius en Kelvin. Ça veut donc dire que le 0 degré Celsius correspond à 273,15 Kelvin. Bon, pour vrai, là, cette année, là, le virgule 15, on peut oublier ça. Là. On va se contenter de 273. Ce qui signifie donc que 10 degrés Celsius, ça correspond à 283 Kelvin. Donc, vous comprenez rapidement que pour transformer des degrés Celsius en Kelvin, on fait plus 273. Et pour transformer des Kelvin en degrés Celsius, on fait moins 273. Sinon, c'est exactement la même échelle. Donc, lorsque vous allez faire des problèmes avec les gaz, ce qu'il y a de très important, il ne faut jamais oublier de transformer nos degrés Celsius en Kelvin. Si vous ne transformez pas vos degrés Celsius en Kelvin, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de relation température-volume facile à calculer.
Alors, pour terminer, on va faire un exemple de problème qu'on a à la page 73 de notre livre Option Sciences. Ok, alors on dit une seringue contient 75 ml de gaz aux conditions ambiantes de température et de pression. Quel sera le volume de ce gaz si on chauffe la seringue jusqu'à 50 degrés Celsius tout en gardant la pression et le nombre de particules constant? Donc, première chose, on trouve les informations. Donc, on écrit ce qu'on connaît. La seringue contient 75 ml. Aux conditions ambiantes de température et de pression, ça veut donc dire 25 degrés Celsius, 101,3 kPa. Quel sera le volume, on cherche un nouveau volume, de ce gaz si on chauffe jusqu'à 50 degrés Celsius tout en gardant la pression et le nombre de particules constant. Excellent. Donc, j'écris mes variables. Alors ici, dans le fond, comme j'avais déjà, comme on m'a donné le volume puis qu'on me demande un nouveau volume, je vais donc dire que 75, c'est mon volume 1. Puis que mon nouveau volume, celui que je cherche, c'est mon volume 2. Ensuite, on m'a précisé la température. Au départ, on m'a dit que c'était la température ambiante, donc 25 degrés Celsius. Mais ensuite, on me dit qu'on va amener cette température-là à 50 degrés Celsius. Donc, j'identifie T1, 25 degrés Celsius, et T2, 50 degrés Celsius. Tout de suite, comme je sais que je ne peux pas travailler en degrés Celsius avec des gaz, je vais transformer mon degré Celsius en Kelvin. Donc, je vais faire plus 273 qui me donne 298 Kelvin. Et puis, mon 50 degrés Celsius, je le transforme aussi en Kelvin. Ça me donne 323 Kelvin puisque j'ai fait plus 273. Ensuite, j'écris la formule que je vais utiliser. Donc, ici, dans le fond, comme je cherche V2, puis que j'ai déjà T1, T2, puis V1, je sais que V1 T1 est égal à V2 T2. Donc, je vais aller isoler mon V2. Je sais que V2 va être égal à V1 fois T2 divisé par T1. V2 est donc égal à, V1, on a dit 75 ml. T2, 323 Kelvin. T1, 298 Kelvin. Donc, ici, je vois rapidement que mes Kelvins vont se simplifier, ce qui fait que mon V2 va être en millilitres. Donc, je ne me suis probablement pas trompé. Donc, V2 est égal à, je fais mon calcul, et j'arrive à 81,3 millilitres. Alors, pour tenir compte des chiffres significatifs, comme ma donnée la moins précise contient 2 chiffres significatifs, ma réponse doit en contenir 2. J'arrondis donc la réponse à 81 millilitres. Alors, ça fait le tour pour la loi de Charles.